Chers fidèles téléspectateurs des Soleil TV, vous faites bien, très bien même, de nous choisir. Vous êtes sur l'émission Le Grand Débat entre nous. Il y a quelques moments, nous avons pris congé de vous et nous sommes de retour. Et pour ce grand retour, le premier numéro, nous parlons dans cette émission de l'éducation financière. À cet effet, nous sommes descendus dans les locaux du cabinet CRED et nous rencontrons son promoteur afin d'échanger, de débattre de la question de l'éducation financière. Installez-vous confortablement, les détails c'est tout de suite et maintenant. Eh bien, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission, j'en parlais il y a quelques instants. Dans cette émission, le grand débat entre nous, nous allons échanger sur la question de l'éducation financière. Nous sommes sur ce plateau, bien entendu, avec le promoteur du cabinet CRED. Il s'agit bien sûr de M. Rodrigue Moukosso. Vous êtes expert formateur en intelligence ou que dis-je, en éducation financière, dans le domaine également de la programmation neuro-linguistique. Vous êtes également expert formateur en développement personnel. Aujourd'hui, nous sommes dans vos locaux pour échanger sur ce qu'est l'éducation financière. Merci de nous avoir fait l'amitié d'être reçus dans vos locaux. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Alors, dites-nous, la question qui taraude les esprits, c'est sans doute cette question-là. Pourquoi nous travaillons, nous fournissons des efforts pour gagner de l'argent? Et certainement, nous gagnons. Mais nous n'arrivons pas véritablement à pouvoir nous enrichir, à pouvoir construire un patrimoine digne de ce nom à partir de l'argent que nous gagnons. Quel peut être le facteur ou les facteurs qui expliquent, n'est-ce pas, ce phénomène? Alors, je vous remercie beaucoup. Cette question, ce n'est pas la première fois que nous heurtons à une question du genre. Pourquoi beaucoup travaillent, mais ils n'arrivent pas à s'enrichir? Je vais juste donner un seul facteur. C'est parce qu'ils ne maîtrisent pas la planification financière. Et la planification financière, ça s'apprend. Il faut apprendre ça dans l'éducation financière. Donc l'éducation financière, c'est tout un domaine. Et au moins 80% de la population béninoise ignore les principes de ce domaine-là. Et pourtant, c'est ça qui nous dirige. Merci pour cette réponse. Alors, je vais pousser encore ma curiosité et certainement la curiosité de nos chers téléspectateurs quand vous parlez de l'éducation financière. Dans l'éducation, nous savons pertinemment qu'il y a la pédagogie. Et la pédagogie, le plus souvent, nous allons à l'école pour apprendre. Et ça dit que quelqu'un qui va à l'école, tout de suite, pourra comprendre ce qu'est véritablement l'éducation financière. Sinon, la question que je vais principalement poser, qu'est-ce que l'éducation financière en réalité? Très belle question. L'éducation financière ne s'enseigne pas à l'école. Vous pouvez avoir le doctorat. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que l'éducation financière. Sauf si vous allez à l'école de l'éducation financière. Il faut passer dans les formations d'abord. Alors, l'éducation financière, comme vous venez de le dire, il y a éducation et donc apprendre. C'est un apprentissage. Il faut apprendre les principes, les connaissances, les compétences pour pouvoir mieux gérer efficacement ce que nous gagnons, planifier et investir, faire croître le peu que nous gagnons. Tout ça là, tout ce que je viens de citer, ça fait partie de l'éducation financière. Merci. Alors, l'autre chose, ce que je voudrais savoir, quand vous dites c'est une sorte d'acquisition de connaissances liées à la gestion des finances, de l'argent. Et ça dit, vous savez, aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de personnes travaillent. Et comme je l'ai dit il y a quelques instants, à l'entame de cette émission, ils travaillent dur. Il y en a qui gagnent vraiment, ils gagnent grand. Ou bien je dirais gros. Oui. Par contre, il y en a qui travaillent avec stratégie et gagnent peu. Et le peu, ils arrivent véritablement à fructifier. Par contre, de l'autre côté, ceux-là même qui travaillent durement, qui travaillent chaque jour que Dieu fait, ils sont dans le travail. Ils travaillent très dur. Mais pourtant, n'arrivent pas véritablement à fructifier, à multiplier ce qu'ils gagnent. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène? Je vais utiliser un mot. Je vais parler de la gestion. C'est la seule différence qu'il y a entre ces deux personnes. L'une maîtrise la gestion de l'argent. L'autre ne maîtrise pas.
Alors, la personne qui ne maîtrise pas du tout la gestion de l'argent, la gestion de ses revenus, il peut gagner 1 million. Avant la fin du mois, il va tendre la main pour prêter de l'argent chez quelqu'un. Mais celui qui ne gagne que 100 000, avec une bonne gestion, il va s'en sortir et il pourra même prêter à l'autre. Qu'est-ce qu'une bonne gestion? C'est quoi la bonne gestion en réalité? Alors, la bonne gestion, pour moi, c'est apprendre les principes. D'abord, appliquer ces principes-là. C'est ça la bonne gestion. Il y a beaucoup qui suivent des formations chez nous, mais qui n'appliquent pas. C'est synonyme de ils n'ont jamais reçu l'information. Donc, quand vous vous faites former dans un domaine, vous devez appliquer. C'est cette application qui est difficile pour les uns et les autres. Tout simplement parce que dans la formation, on demande souvent combien vous avez dépensé le mois passé, par exemple. Ils ne sont pas capables De le dire. de le dire. Ok, combien vous avez gagné réellement? Combien vous avez fait rentrer réellement le mois passé? Ils ne peuvent pas le dire. Et c'est là le hic. Et il y a quelques instants, vous avez évoqué la question des principes. Il faut, et dans tout domaine, il faut respecter certains principes si l'on veut véritablement aller loin. Bien sûr. Alors ici, nous allons particulièrement parler des principes liés à la gestion financière. Avant, peut-être que nos chers téléspectateurs, bien sûr, ne puissent s'orienter vers vous une formation beaucoup plus pratique. Quelques principes que l'on pourrait appliquer, n'est-ce pas, pour véritablement faire asseoir une certaine dynamique dans la conduite, dans la bonne marche, dans le bon fonctionnement de ces finances. Qu'est-ce que vous pouvez citer comme principe? Alors, je donnerai un principe. Et ce principe, c'est même la règle d'or. Et la règle d'or de l'éducation financière dit, il faut se servir d'abord. En quoi faisant? Ok. Je ne vais pas répondre directement. Je vais donner un exemple d'abord. Beaucoup sont des fonctionnaires, ils gagnent leur vie. À la fin du mois, ils vont prendre leur salaire. Là où ils prennent le salaire, la première chose qui lui passe par l'esprit, c'est aller dans une buvette ou dans un bar, restaurant, manger correctement parce que il dit que il a travaillé, il doit se faire plaisir. Mais parfois, ce n'est pas important de se faire plaisir. Oui, c'est important de se faire plaisir, mais ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité, je suis d'accord. Donc, la règle d'or dit, il faut se servir d'abord, ce n'est pas synonyme de. Il faut se faire plaisir d'abord, non. Se servir d'abord, c'est épargner d'abord. Vous devez savoir que chaque mois, j'ai 10 000 francs d'épargne à déposer. Dès que vous prenez votre salaire, vous enlevez l'épargne d'abord, premièrement. Et c'est l'épargne, vous déposez là où vous devez déposer l'épargne. Ce qui reste, vous pouvez aller faire ce que vous voulez avec. Mais si, lorsqu'on prend le salaire et les charges sont à la hauteur du salaire, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? On suppose que j'ai un salaire de 100 000 et les charges, qu'elles soient, charges fixes ou charges variables, les 100 000 francs sont consommés par ces charges. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment épargner en ce moment? Alors, nul ne peut vivre au-dessus de ses moyens. Moi, je dirais, personne ne doit vivre au-dessus de ses moyens. Alors, je vais expliquer. Quand vous avez comme salaire 100 000 et vos charges valent pratiquement 100 000, vous êtes en danger. Vous devez tout faire pour diminuer ce que nous appelons les fuites financières. Quand on parle de fuites financières, c'est que vous faites des dépenses inutiles. Et on n'arrive même pas à les identifier. On n'arrive même pas à les identifier comme si c'est inutile. Donc, il faut un véritable travail, c'est un accompagnement que nous faisons jusqu'à ce que la personne trouve que, ici, c'est une fuite financière. Il faut que je soustrais cela de mes dépenses. Et quand il va commencer par supprimer les fuites financières, vous allez constater que ces dépenses, ces charges qui valaient pratiquement 100 000, ça peut revenir à 95 000. Est-ce qu'il y a un moyen, une technique, je ne sais pas, une stratégie qui permet à la personne de pouvoir identifier véritablement ces dépenses inutiles? Parce que le plus souvent, vous savez, on peut faire une dépense
Oui. que soi-même, on estime que c'est une dépense utile à soi. Mais quelque part, un observateur peut dire que là, c'est une dépense inutile. En tant qu'expert, parce que vous donnez de formation et puis avec les gens, vous identifiez déjà comment le comportement des gens en termes de gestion financière. Quelles sont les techniques ou les stratégies que l'on peut utiliser pour se dire, pour faire de l'auto-identification. Ah, ceci, désormais, je ne le ferai pas. Il faut que je fasse ceci pour pouvoir éviter au maximum ces dépenses qui, n'est-ce pas, sont appelées inutiles. Très bien. Vous savez, j'ai évoqué un mot tout à l'heure, l'accompagnement. L'accompagnement. L'être humain est tellement rigide. Quand il apprend, il a pour habitude de faire quelque chose, il lui est tellement difficile de changer. Quelque part, nous, on appelle ça les paradigmes. Paradigme. C'est très difficile, compliqué de changer les paradigmes dans la vie de quelqu'un. Et donc, il lui sera difficile d'abord d'identifier ces dépenses inutiles. Lui il peut se dire que ce sont des dépenses utiles. Mais il faut un avis extérieur, d'où l'accompagnement. C'est ça. Donc, il faut nécessairement un accompagnement. Nous sommes en train de le dire. J'ai rencontré des gens qui ont su identifier des dépenses inutiles, des fuites financières. Malheureusement, ils n'ont pas pu supprimer. Donc, une chose est d'identifier les fuites financières, une chose est de les supprimer. Il faut un accompagnement. Dans ce sens, c'est pour pouvoir faire à soi une certaine discipline véritable. Alors, l'autre question qui est très essentielle, et je me dois de la poser, vous savez, dans la plupart des cas, on se dit, comme vous l'avez dit aussi il y a quelques instants, il faut réduire les dépenses. Oui. Est-ce que selon vous, avec un regard d'expert, est-ce à dire pour construire un patrimoine, pour s'enrichir, même si dans un autre aspect, l'enrichissement peut se définir autrement. Oui. Nous parlons ici de l'enrichissement en termes de capital, en termes d'argent. Oui. Est-ce qu'il s'agit de réduire ces dépenses pour s'enrichir ou plutôt de pouvoir multiplier ces sources de revenus? Alors, je dirais, réduire ces dépenses ne va pas enrichir quelqu'un. Ça, c'est le premier point. Ouais. Le second point, je crois que c'est comment s'enrichir. Si je peux Tout à fait. paraphraser, comment s'enrichir. La règle d'or, c'est le point de départ de toute chose. Il faut se servir d'abord. Quand vous épargnez premièrement pendant un temps, vous devez aller connaître les principes de l'investissement. Il ne s'agit pas d'aller investir parce que mon ami a investi dans quelque chose. Non. Loin de là. J'étais en formation avec des directeurs d'école et l'un dit, moi j'ai investi sur un état dans Djara il y a quelques années, mais je n'ai rien retiré. Tu es directeur d'école, tu ne maîtrises rien De l'agriculture. de l'agriculture. Donc si tu veux faire l'agriculture, va prendre un expert de l'agriculture et c'est lui qui supervise le dossier pour toi. Donc, beaucoup veulent investir, ils investissent parce que l'ami ou bien celui qui est à côté d'eux A investi, ça marche. et ça a marché. C'est pas comme ça marche. Il faut avoir un expert dans le domaine. Et c'est lui qui va te conseiller, fais ci, fais ci, fais ci. Et c'est un peu comme ça. Donc, là où nous brûlons les étapes, souvent, c'est au niveau de l'investissement. On pense que c'est facile. C'est vrai que c'est ouvert, tu peux aller payer quelque chose et vendre. Mais attention, si tu n'es pas expert de ce domaine-là, tu vas acheter, ça va se gâter. C'est toi seul qui aura tes yeux pour pleurer. Tout à fait, c'est vrai. Donc, en gros, pour devenir riche, il faut épargner. Et l'épargne, vous prenez, vous investissez. Jusqu'à ce que votre argent travaille pour vous. Vous-même, vous ne devez plus travailler. C'est là on va parler véritablement de la liberté financière. Merci. Merci. Je crois que nos chers téléspectateurs nous écoutent et pourront en tirer belles leçons. Et nous poursuivons cette émission. L'autre question, aujourd'hui, nous allons vous poser toutes les questions pour mieux comprendre. L'autre question que nous allons vous poser, vous savez, un jeune qui vient de sortir de l'université, il a son diplôme, il a commencé par travailler. C'est son premier emploi, son premier salaire. Lorsqu'il gagne son salaire, pour les tout premiers mois,
ou les toutes premières années, si vous avez un conseil à lui donner, une stratégie qu'il faut lui donner pour qu'il puisse véritablement, c'est vrai qu'on ne peut pas tout de suite commencer par travailler, se dire, bon voilà, je voudrais atteindre une stabilité financière. Tout commence par quelque part. Oui. Ce quelque part-là, qu'est-ce que vous allez lui dire en tant qu'expert pour que celui-là ne puisse pas commettre certainement la même erreur que d'autres jeunes ont pu déjà commettre? D'accord. Merci beaucoup. Déjà, je dirais que c'est l'une des missions que le cabinet s'est donnée. C'est pour cela, cette année académique qui est en train de finir, que nous étions dans les universités pour sensibiliser les jeunes. Bon, certaines universités étaient vraiment ouvertes, d'autres étaient un peu fermées, mais on a continué le chemin. Parce que nous estimons que le problème, ce n'est pas les parents. Les parents n'ont pas eu la chance de se frotter à l'éducation financière. Par contre, si un jeune a la chance de se frotter à l'éducation financière aujourd'hui, il peut corriger beaucoup de choses. Il peut corriger même sa descendance. Ses enfants auront l'information. C'est comme, comment il s'appelle, Robert Kiyosaki. Il a eu un papa ou deux papas, mais il y a un papa qui l'a vraiment enseigné. Vous voyez un peu, donc un papa comme ça, qui fait des enfants, il va léguer quoi aux enfants? La connaissance, l'information qu'il a dans sa tête. Donc, je reviens sur la question. Sur le conseil que je vais donner à nos jeunes, ou à la jeunesse actuelle, c'est de chercher l'éducation financière. Se former sur les questions liées à l'éducation financière. Un jeune qui découvre, par exemple, la bourse aujourd'hui, il a démarré son travail, il a commencé par travailler quelque part, il gagne de l'argent, il découvre la bourse, il investit. Mais c'est à vie. Mais vous savez, aujourd'hui, il faut comprendre, avoir d'abord l'information. Ça, c'est la première étape. La deuxième, une fois que j'ai l'information, qu'est-ce qu'il faut, comment je peux véritablement tirer de cette information l'information qui est utile? Et parce que, vous savez, tout le monde en parle, il faut investir en bourse, il faut investir dans ce domaine, mais c'est vrai que vous l'avez dit, il faut aller se faire former. Mais d'abord, il faut l'information. Après l'information, une fois que l'on se forme, vous savez, on peut se former, oui, mais d'accord, c'est une chose. Mais à la suite, qu'est-ce qui donne une garantie, une certaine garantie à ce dernier de pouvoir suivre correctement ce qu'il a fait? Si c'est un investissement, il a suivi une formation dans le domaine de l'investissement. Mais à la suite, dans la pratique, comment ce dernier, quels sont en quelque sorte les paramètres dont il doit tenir compte pour véritablement continuer dans le même sens? Alors, déjà, moi je dis souvent, commencez petit. Il a fait sa formation sur l'investissement. Il maîtrise le domaine. Il doit pouvoir commencer petit. Et parce qu'il a commencé petit, il va gagner quelque chose. C'est à lui de juger s'il va continuer ou pas. J'ai eu l'histoire de quelqu'un qui a payé des actions dans l'ancienne. Ça avait un nom. Aujourd'hui, c'est Africain des assurances. Mais ça n'a pas toujours été Africain des assurances. Quelqu'un avait payé des actions dans le temps. La personne est décédée. Mais ses enfants sont aujourd'hui actionnaires de la nouvelle structure africaine des assurances. C'est la même structure, on a changé juste la dénomination. Vous voyez? Donc, ces enfants sont en train de gagner ce que papa avait laissé. Même si lui, il n'avait pas profité des fruits, mais il avait commencé jusqu'à un niveau donné où permettre à sa génération de pouvoir en profiter. Si cette génération disparaît, il y a les petits-fils qui vont encore en bénéficier. Vous voyez un peu? Donc, il faut déjà avoir ces informations. Ces informations, nous faisons souvent des journées portes ouvertes. Ça veut dire que c'est une formation ou une sensibilisation. Il faut n'importe qui peut venir pour avoir l'information. Et vous avez aussi la chance de vous rapprocher de nous pour dire moi j'ai un souci, telle chose, telle chose, telle chose. Je veux mieux comprendre. On peut t'expliquer les BA d'abord, avant que tu ne passes à la formation. Alors, Monsieur Rodrigue, vous savez, est-ce que, on dit souvent, lorsque je suis dans la dynamique de pouvoir aller faire l'auto-école, oui, il faut, pour avoir un permis de conduire, il faut d'abord que je dispose d'un véhicule.
avant d'aller faire l'auto-école. C'est vrai que dans certains cas, on peut toutefois aller se faire former à l'auto-école avant même que l'on ne puisse acquérir un véhicule. Oui. Mais la question que je voudrais vous poser, lorsqu'un jeune Oui. souhaite véritablement avoir des connaissances, des compétences en relation avec l'éducation financière, est-ce que ce dernier doit disposer d'un capital? Je veux parler d'une ressource financière avant de s'orienter vers les cabinets comme le vôtre pour se faire former en intelligence financière ou avant même que ce dernier ne puisse commencer par toucher de l'argent. Quand je dis de l'argent, c'est pas toucher, en fait, commencer par gagner véritablement de l'argent. C'est en ce moment qu'il faut aller se faire former en éducation financière ou il faut aller d'abord avant de gagner de l'argent. Je dirais, il faut déjà avoir l'information. Donc, il faut aller vers l'éducation financière premièrement, avant que l'argent ne vienne. Vous avez connu ça certainement, ce que je veux dire. Vous avez des gens, ou vous avez entendu parler des gens qui ont gagné à la loterie nationale. Ouais. 20 millions. 6 mois après, il était encore plus pauvre que là où il était avant. C'est vrai. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est tout simplement, ils n'ont jamais eu de projet de vie. Il n'y avait pas de planification. Il n'y avait pas de planification. Donc, l'argent est tombé entre ses mains. Et c'est là qu'il va commencer par dépenser sous le coup de Il n'était pas préparé à cela. Merci. Il n'avait pas de télévision. Il va payer TV, il va payer Canal+. Lui qui mangeait 2 fois par jour, parce qu'il n'en avait pas, Il va tripler. il va tripler, des fois quadrupler. Oui, c'est Il va dire, il ne veut plus manger la farine. Oui, c'est vrai. Vous voyez un peu. Or, il n'a pas besoin de tout ça. Son problème se trouve à un seul niveau. Avant de gagner la loterie nationale, il n'était pas préparé. S'il était préparé, même dans sa tête, il aura des projets, mais il n'avait pas l'argent pour démarrer ces projets-là. Le jour où l'argent vient, il démarre les projets en même temps. Ce sont des gens qui vont payer voiture en même temps. Or, la voiture peut devenir un passif. Ah oui, c'est un passif. Il va te consommer encore beaucoup d'argent. Voilà, il vient de payer voiture. 3 mois après, il vend le véhicule pour manger. Et il commence par conduire 115. 2 mois après, il vend la moto. Il commence par zéro. Et au final, c'est qu'il a des dettes à des endroits. Vous voyez, il faut déjà aller à l'école de l'éducation financière, premièrement. Ce n'est pas important. Je ne dirais pas que ce n'est pas important. C'est important et prioritaire. Ça prime sur beaucoup de choses. C'est ça. D'accord, je crois que nous tendons progressivement vers la fin de cette émission, mais avant de clôturer, boucler, bien entendu, chers téléspectateurs, la boucle de cette émission, nous allons recueillir de notre, enfin, ce n'est pas lui qui est notre invité, c'est nous qui sommes les invités, donc nous allons recueillir de M. Rodrigue quelques conseils que vous avez à donner, ce qu'il faut faire, d'abord avant de venir à ce qu'il ne faut pas faire. Okay. Qu'est-ce qu'on soit un jeune entrepreneur, étudiant, même élève, même à un niveau donné proche de sa retraite, quelles sont les actions qu'il faut mener? Quelle est la discipline financière qu'il faut observer pour véritablement, si entre-temps, on n'a pas encore atteint une certaine stabilité financière et économique, puisse véritablement en arriver? Alors, un entrepreneur, un fonctionnaire, tout cela, s'il veut atteindre la liberté financière ou la stabilité financière, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est multiplier les sources de revenus. Et pour multiplier les sources de revenus, il faut épargner. Il faut épargner d'abord. Il y a un certain nombre, il y en a dans la Bible, il y en a, on le sait, dans la Bible, il faut avoir au moins 4 sources de revenus. Avant de dire, on veut se reposer un peu. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui ont 10 sources de revenus, 20 sources de revenus. C'est vrai. Vous voyez, et c'est en multipliant les sources de revenus que nous pouvons dire que nous avons atteint la stabilité financière. Quelqu'un qui... Déjà, moi, je suis dans la recherche. L'une de mes recherches m'a amené sur la question de la retraite, par exemple. Et c'est là j'ai trouvé que, aussitôt quand vous rentrez en fonction, vous êtes préparé avant d'avoir ce poste. Oui, c'est vrai.
Vous vous êtes sacrifié véritablement. En Vous effet. avez appris. La retraite également, c'est la deuxième vie. Il faut se préparer. Et le jour où vous entrez en fonction, c'est ce jour où vous devez commencer par préparer la retraite. votre retraite. En effet. Et il y a certaines personnes qui vont à la retraite et ils sont plus miséreux que au moment où ils étaient en fonction. C'est très compliqué. Très dommage. Très dommage. Donc, c'est vrai, en Afrique, nous n'avons pas la culture de la préparation à la retraite. Du tout pas. Du tout pas. Ça n'existe pas. Et ce n'est pas dans notre éducation. Donc, c'est aujourd'hui, nous, on est en train de se pencher sur la question. D'accord, je crois que ce sont des conseils qui sont très utiles pour chacun de nous. Et pour finir, dites-nous, qu'est-ce qu'il nous faut? Parce que je l'avais dit, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Parce que ce sont des conseils qui entrent dans le cadre de ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire si l'on marche sur le chemin vers la stabilité financière? Premièrement, je dirais ne pas dépenser sur le coup de l'émotion. L'émotion. Les dépenses émotionnelles ou émotives. Vous sortez de chez vous pour aller acheter quelque chose. Je suppose pour aller acheter shawarma. C'est un exemple. Et sur le chemin du retour, vous voyez une boutique où on est en train de vendre jeans. Vous dites que ça me plaît. Ça me plaît vraiment. Est-ce que vous avez fait le programme de payer jeans? Non. C'est sous le coup de l'émotion qu'on veut acheter. Alors, le secret, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Le secret pour s'en sortir simplement, je reviendrai chercher. Je reviendrai acheter. Quand vous allez quitter là, aller à la maison, c'est fini. L'émotion, ça disparaît. Et vous reprenez le cours de votre vie. Voilà, Monsieur Rodrigue. Ça fait plaisir d'échanger avec vous. Je crois que vous avez beaucoup à dire, mais nous aurons d'autres occasions de pouvoir échanger. Mais avant de clôturer, il faut rappeler que vous êtes expert formateur en développement personnel, en éducation financière et surtout dans le domaine de la programmation neuro-linguistique. Nous étions, mesdames et messieurs, ici dans les locaux du cabinet CRED, entendez, cabinet de recherche et d'études pour le développement. Ça fait plaisir aussi de nous avoir suivis. Merci d'avoir été des nôtres. Vous étiez sur l'émission Le Grand Débat entre nous. C'est avec une douce. D'ici là, portez-vous très bien. Ciao.